Évidemment partir au sommet de l'AE, l'OTAN, où se réunissent tous les chefs d'État. Il y a 32 pays, je vous le rappelle, qui sont membres de l'OTAN. Sur place, Dounia Tengour, qui est avec son Giri, avec Laurent Sélarié. Dounia, bonjour. On sait que Donald Trump a pris l'avion très énervé. On l'a entendu avant qu'il prenne l'avion. Évidemment, il va arriver encore en grande forme. Il a surtout menacé les pays qui ne payent pas assez, qui ne mettent pas assez d'argent dans l'OTAN, de ne plus les protéger. Il menace que le fait que l'article 5, qui implique la réciprocité en cas d'attaque, ne soit pas respecté. Oui, Laurence, le président américain Donald Trump a émis quelques réserves sur la définition de cet article 5. Alors, vous l'avez dit, cet article 5, c'est l'un des piliers de l'OTAN puisqu'il prévoit une défense mutuelle en cas d'attaque d'un des pays membres. Alors là, le président américain est attendu dans la soirée à La Haye. Autant dire que son arrivée est scrutée, attendue par tous les chefs d'État présents ici au sommet, à commencer par le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui est en ce moment même en train de s'entretenir avec Emmanuel Macron. Alors on sait que Volodymyr Zelensky entretient des relations pour le moins complexes avec le locataire de la Maison Blanche et ses derniers propos sur cet article 5 peuvent poser question et sont loin de rassurer les alliés. En tout cas, les Européens et Emmanuel Macron réitèrent leur soutien militaire, défensif à l'Ukraine face aux attaques de la Russie. Mais pour Donald Trump, pas question pour l'Amérique d'être la seule à investir dans l'OTAN de plus en plus fragile. Et il appelle donc les pays membres à mettre plus d'argent, au moins 5% de leur PIB, chère Laurence. Merci beaucoup, Dounia Tengour, Laurent Sélarié. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qu'on mettra dans l'OTAN, parce qu'on va devoir passer de 2,2% de notre PIB à 5, mais en réalité, ça fera 8 milliards d'euros en plus. On ne le mettra pas dans notre défense nationale. On ne le mettra pas dans notre défense nationale. Ce qu'on calcule, c'est 5% de notre PIB dans la défense française. Il n'y a pas à proprement parler de dépenses par rapport à l'OTAN. Mais la question ensuite, c'est que mettons-nous derrière ces 5% parce qu'il va y avoir bien des tours de passe-passe budgétaires pour faire passer pour de vraies dépenses d'investissement des choses qui en réalité... Il y a déjà une proposition qui a été faite à l'Espagne et à la Belgique de décomposer ces 5% avec un premier plan à 3,5% et un autre à 1,5%. Dans le 3,5%, il y a la défense pure et dure. Et dans le 1,5%, il y a le cyber, la tech. Excusez-moi, aujourd'hui, les États-Unis, je crois qu'ils assurent 70% des dépenses de fonctionnement de l'OTAN. Donc il y a un moment, ils disent, le shérif dit, payez le ticket d'entrée, sinon je ne vous protège pas. Ça, c'est pas des menaces en l'air. Après, l'industrie américaine en bénéficie beaucoup quand même. Patrick. Disons que vous avez raison quand j'entends Mme von der Leyen parler de défense européenne. L'Europe de la défense, il n'y a pas de... D'ailleurs, j'étais très étonné de c'est l'armée française. Qu'elle allait réunir un collège de sécurité à la Commission européenne. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Bref, les 5%, vous avez tout à fait raison, il y aura 3,5% sur dépenses militaires pures du PIB. La Pologne en est déjà à ce stade. C'est bien avant très important. Et 1,5% sur des dépenses de cybersécurité électronique, parce que la future guerre sera une guerre électronique. Mais est-ce que vous croyez qu'en quelques années, les pays qui rencontrent des difficultés économiques et sociales et budgétaires vont avoir les moyens de consacrer 5% de leur budget à la défense? J'ai les plus grands doutes. Question de priorité politique. Priorité politique. Prise de conscience des citoyens. J'ai entendu par exemple le Premier ministre Pedro Sanchez espagnol dire que cet objectif était inatteignable. Et qu'il ne souhaitait pas se mettre en situation l'Allemagne, qui veut devenir la première armée en Europe, n'atteindra pas ce chiffre. Donc, vous savez, quand on fixe des objectifs... mais c'est une trajectoire. Vous voyez bien que c'est une trajectoire. Donald Trump, ce qu'il cherche à faire, c'est à nous secouer. Globalement, il y a assez peu de pays qui vont arriver à 5% du PIB. Et par ailleurs, ça dépend par principe du PIB. Donc les pays avec un petit PIB, on va leur que les gros pays. Mais de toute façon, il faut savoir une chose, c'est qu'il y aura un retour sur investissement vis-à-vis des Américains, parce que je lisais quelque chose avant d'arriver ici, la moitié des avions de chasse sont achetés aux États-Unis. Donc tant qu'on n'aura pas une production industrielle commune, il n'y aura pas cette Europe de la défense. Et donc il y a un retour sur investissement. Donald Trump est également un homme d'affaires. Il veut un retour sur investissement et il sait très bien qu'en augmentant les dépenses militaires, ce sera du budget en plus. Il renforce la dépendance. Eric Revel, vous avez la parole. C'est très clair, c'est un business. Mais juste un mot sur l'article 5. Je trouve que Donald Trump se sert du fameux article 5. Tout pays membre de l'Alliance agressé doit voir les autres pays venir l'aider. En fait, il s'en sert un peu comme les droits de douane commerciaux. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il dit, puis ensuite la façon dont il négocie. Parce que
2-3 semaines après sa réélection à la Maison-Blanche, il avait dit qu'il ne remettait pas en cause précisément cet article 5. Et là, avant d'arriver, il remet la pression évidemment sur notamment les pays européens en leur disant, attendez, je rigole pas sur les 5%, donc faites attention parce que l'article 5, c'est pas sûr que je le respecte. Mais je pense qu'il y a, pour une raison très simple, c'est que je vois pas quand même les États-Unis laisser l'Europe à son destin, s'il devait y avoir un destin face à la Russie. Et puis surtout, parce qu'il faut le rappeler, oui, vous avez raison, c'est un fantastique business pour l'industrie de l'armement américaine, ne l'oubliez jamais. Quand vous augmentez les budgets en tendance à 5% de votre PIB, vous allez acheter à 70% du matériel américain. Et je crois qu'il y a donc que dans les hélicoptères... Il y a que les Américains aussi qui sont capables de livrer sur étagère. Il y a l'interopérabilité à l'intérieur même des manœuvres de l'OTAN. Pour que ce soit même le système de commandement est américain. Voilà. Et alors que la France a des... Rachel a dit à très juste titre, comme souvent, qu'avec le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, les projecteurs allaient être remis sur Gaza, sur la guerre contre le Hamas que mène Israël et les critiques, évidemment, avec, et d'ailleurs ça n'a pas attendu puisque Jean-Noël Barrot, dès hier, a critiqué à nouveau Israël et son intervention à Gaza. Les projecteurs vont aussi être remis sur le cessez-le-feu dont on parle depuis des semaines, avec l'Ukraine, évidemment, parce que je rappelle quand même que Donald Trump s'était fixé une quinzaine de jours pour atteindre ce cessez-le-feu, qu'il a réussi à extorquer un accord sur les minerais à Volodymyr Zelensky, la volonté de faire un cessez-le-feu, ce qui n'était pas gagné, on se souvient de la scène dans le bureau ovale, que les Européens, qui ne parlaient pas de paix avant l'arrivée de Trump, sont allés à Kiev pour dire il faut faire la paix, ils ont appelé en haut-parleur le président américain pour dire qu'il avait donc raison et qu'il fallait ce cessez-le-feu, et qu'on attend toujours que Moscou vienne à la table des négociations, ou plutôt Vladimir Poutine pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Et cette fameuse question, parce que Vladimir Poutine, il a condamné les frappes américaines sur les centrales et sur le cœur du programme nucléaire iranien. Mais en même temps, il pilonnait encore l'Ukraine. Donc Vladimir Poutine, à l'heure où on se parle, ne veut pas faire la paix avec l'Ukraine. Et on va remettre les projecteurs là-dessus. Grand cynisme là-dessus, russe. Oui, on a l'impression qu'il y a un grand marchandage géoplanétaire, si j'ose dire. On ne s'occupe plus de l'Ukraine. L'Iran, je veux obtenir un accord de paix. Je veux obtenir un accord de paix en Ukraine. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, j'ai entendu Vladimir Poutine dire récemment que l'Ukraine m'appartient. L'Ukraine appartient à la Russie. Oui, ça montre la question de savoir jusqu'où il était prêt à aller. Il a dit que de toute façon, toute l'Ukraine est russe. Il veut éradiquer l'Ukraine, il veut en faire un satellite. L'absorber. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, désolé, mais il va falloir que Donald Trump tape du poing sur la table, parce qu'il est en train de se faire rouler dans la farine. Il avait dit ça, hein. J'ai l'impression qu'il me prend pour un imbécile. Voilà, il avait dit ça. Ça devient une vraie question sur Donald Trump, parce que quand vous voyez le message qu'a publié Donald Trump cet après-midi, le message que lui a envoyé le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, l'ancien Premier ministre néerlandais, qui a un message, assez extravagant, tellement tu es fantastique, personne d'autre n'aurait pu réussir ce que tu as réussi en Iran, nous sommes en train, tu as sauvé l'OTAN, etc. Vous êtes en train de me dire que Trump a balancé le SMS que lui a envoyé Mark Rutte, et le contenu du SMS, c'est une flatterie extravagante. Mais donc quand on regarde justement ce qui se passe aux États-Unis, parce que quand vous regardez justement J.D. Vance qui a une autre voix, on peut commencer à se demander s'il n'y a pas des gens qui se jouent de Trump et qui essayent de le manipuler par la vanité. Je pense que Vladimir Poutine est devenu assez expert en la matière. Et il faudra voir si Donald Trump parvient, par son imprévisibilité, à garder la main, ou si finalement il n'est pas parfois aussi un peu l'objet de dirigeants qui se jouent un peu de lui. Alors bien sûr, en étant plus ou moins habile, et ça se voit plus ou moins, on voit la droite qu'il a renvoyée à Emmanuel Macron la semaine dernière, mais quand même ça devient une question, parce que vraiment, lisez le SMS, c'est difficile de le prendre au premier degré. Il l'a publié, Donald Trump l'a publié. Effectivement, on a l'impression que la parole de Trump est démonétisée. Et en plus, il pourrait être empêché d'exploiter son fameux démonétisé. Il cessait le feu, ils ont quand même cessé le feu. Démonétisé. On aimerait. J'en connais d'autres des paroles qui sont démonétisées. D'accord, mais est-ce qu'il a. Attends, on va voir si ce cessez-le feu est durable au Proche-Orient. On va bien le voir, parce qu'il peut être bien sûr rompu à tout moment. Et en Ukraine, je veux dire, à un moment donné, il va bien falloir savoir ce que l'on fait. Est-ce qu'on laisse Poutine grignoter, gagner ce terrain, ou est-ce qu'on tape du poing sur la table en disant maintenant ça suffit? Pas les moyens mais qui est ce mais à chaque fois, c'est la question, c'est qui est ce Parce qu'en réalité, Donald Trump a un pouvoir immense. Les GBU 57, par exemple, ça c'est fascinant. Ça montre à quel point tout le monde est suspendu. C'est un homme qui est très susceptible. S'il sent qu'il s'est fait rouler dans la farine, qu'il ne peut pas exploiter son accord sur les minerais, à un moment donné, peut-être, y aura-t-il une intervention militaire américaine.
américaine. On est sur un autre niveau. Donc Donald Trump est tout à fait monétisé aujourd'hui. Si vous parlez de la seule personne capable de faire changer. Il est président des États-Unis, donc il a le pouvoir des États-Unis. Ça n'exclut pas que d'autres puissent essayer de le manipuler. Les deux sont très